Alors, moi, je suis très très heureuse aujourd'hui qu'on puisse être ici au CIPCA, Salon de l'immobilier bas carbone, mais dans le pavillon biodiversité. Je crois qu'il y a quand même un lien très fort. C'est des sujets qu'on a traités en silo pendant très longtemps. Moi, je suis présidente du CIBI, Conseil international biodiversité immobilier. Donc, vous avez le label BBCA et puis le label Biodiversity. Et tout à coup, quand on commence à aborder les sujets d'adaptation au dérèglement climatique, tout à coup, on crée une passerelle entre nos deux sujets qui étaient quand même traités quand même en silo depuis de nombreuses années. Alors moi, je me tourne vers un grand expert du sujet à cette table, toi Antoine, pour que tu nous donnes peut-être quelques notions de cadrage. Tu suis ce sujet biodiversité et tu l'animes depuis des années. Qu'est-ce qui pour toi a évolué? Pourquoi aujourd'hui biodiversité, adaptation, ça rime, ça commence à rimer? Merci Olivia, bonjour à tous. Merci de vous intéresser effectivement à la biodiversité dans un contexte où l'immobilier est challengé. Donc effectivement, moi c'est une conviction que je transporte depuis quelques décennies désormais. Bon, pour faire très vite, hein, la biodiversité c'est la vie sous toutes ses formes. Ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est pas tant de savoir si telle espèce d'animal ou végétal est présente ou absente, mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qu'on appelle les fonctionnalités écologiques. Donc c'est-à-dire la réalité d'un écosystème qui est dans un état suffisamment bon pour pouvoir fonctionner. Donc ça fera le lien, j'en reparlerai dans un instant, avec effectivement ces sujets d'adaptation. Euh, Peut-être ce qui s'est passé sur la biodiversité, je le disais dans mon intervention juste précédente, c'est qu'il y a vraiment eu un mouvement ces 20 dernières années qui est né d'abord dans une acceptation de la nécessité d'avoir finalement un terme et une définition. Donc la biodiversité aujourd'hui, voilà, on a ça en tête, le mot existe et les Français et dans d'autres sociétés c'est la même chose aujourd'hui, savent à peu près à quoi ça fait référence. Mais surtout à travers ça, je dirais deux choses. On a fait ce lien entre biodiversité, nature, vivant et fonctionnalité. Okay, donc la pollinisation, la recharge des nappes phréatiques, la lutte contre les inondations, la lutte contre les îlots de chaleur, et ça nous fera le pont tout à l'heure, et l'état de la biodiversité. Donc ça c'est un premier point. Et puis derrière surtout, on a commencé à mettre de l'économique. Et on s'est notamment aperçu bien que 2 tiers du PIB mondial reposait sur ces fameux services fournis par les écosystèmes et que quand la biodiversité s'effondrait, ce que l'on note à travers le mauvais état d'un certain nombre d'espèces animales, végétales, mais également à travers le mauvais état d'un certain nombre d'écosystèmes, les zones humides, les littoraux, les mangroves, enfin, vous en avez entendu parler et vous en entendrez parler encore longtemps, eh bien, ce service écosystémique s'affaiblissait et des pans entiers de notre économie, des secteurs d'activité étaient challengés. Alors c'est valable pour un financier, j'imagine que Claire nous en dira un mot tout à l'heure, en disant bon bah oui attention aujourd'hui il y a des assets sur lesquels il faut absolument être vigilant. Mais c'est valable également quand on engage des projets, et c'est valable pour le coup qu'on soit un corporate dans l'agroalimentaire et qu'on se questionne sur la possibilité d'un territoire de continuer à fournir des matières premières dont j'ai besoin. Et c'est valable également évidemment quand on est acteur de la ville, acteur de l'urbain, acteur des infrastructures. Donc vous voyez, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Cette relation à nos besoins, à notre société à travers ces services écosystémiques, et puis le fait d'y rentrer vraiment des éléments d'économie, j'irais, très réels. Alors évidemment, je dis ça, et en même temps, vous ne trouverez aucun exemple, ou quasiment aucun exemple d'entreprise qui a intégré ces sujets dans sa comptabilité. Hein. Donc ça, c'est un autre point, on pourra en débattre à une autre occasion, mais des approches en double ou triple capital, où effectivement on va essayer vraiment de mesurer à la fois la création de valeur et en même temps le fait qu'on n'en aura pas à minima détruit de valeur environnementale, voire qu'on arrivera aussi à recréer de la valeur environnementale. Alors pour se rapprocher de notre sujet assez rapidement, effectivement on a beaucoup avancé à travers la norme, à travers des labels. Moi j'étais à l'époque administrateur fondateur du CIBI, à un moment où en fait on cherchait un moyen de parler la langue, enfin d'emmener les acteurs de l'immobilier à parler la langue biodive. Et donc à l'époque avec Olivier Delan qui a fait un travail complètement extraordinaire, eh bien on a pu mettre ça dans une grille et puis ainsi engager les acteurs de l'immobilier à rentrer dans une démarche de progrès. Donc aujourd'hui évidemment les preuves sont faites. On est enfin, voilà, il y a énormément d'utilisateurs, c'est valable pour ce label-là, c'est valable pour d'autres. Et puis parallèlement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que les normes qui sont très orientées d'énergie,
Et donc ils sont plutôt sur matériaux, les épaisseurs de vitrage, de murs, etc., etc. En fait, ça fonctionnait, mais avec certaines limites, et notamment parce que finalement la qualité d'un produit, la qualité de vie qui pouvait être proposée à travers la vente ou la location d'un appartement, de bureaux, de magasins, de zones industrielles ou autres, en fait était étroitement, intimement liée à la qualité des écosystèmes. On en revient évidemment à cette question des services écosystémiques. Et donc aujourd'hui, et a fortiori après le Covid, nous, Français, Européens, mais dans le monde entier c'est valable, avons moins envie d'habiter dans de l'ultra artificiel et plus envie d'habiter à proximité d'un espace vert, d'un cours d'eau, etc., de voir des feuilles qui bruissent sous le vent, d'avoir des oiseaux qui chantent. J'en parlais encore à midi avec une personne qui, très émue, me disait qu'elle entendait les moineaux à travers sa fenêtre alors qu'elle habitait dans le centre de Paris, etc. Enfin, voilà. Et donc ces sujets-là sont devenus, au-delà du sujet de défense de l'environnement, des sujets cœur business. Et cœur business aussi parce qu'ils apportent des solutions. Et donc j'imagine qu'on aura l'occasion d'avoir des exemples très concrets sur ces solutions, notamment contre les îlots de chaleur, les inondations. Absolument, je pense que la passerelle, c'est aussi de se dire que les solutions fondées sur la nature, c'est évidemment des leviers d'agrément de la ville, mais aujourd'hui, c'est des solutions techniques, moins chères parfois, faisables assez rapidement pour rafraîchir, pour limiter les inondations. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on aborde de manière précise. Tu as évoqué un sujet qui est très intéressant, c'est finalement, parce que c'est aussi l'objet de la conférence, c'est la valeur de tout ça. Est-ce qu'on donne une valeur à tout ça? Et donc je suis très contente que Claire Sanson, vous soyez sur le plateau pour nous parler quelque part du premier fonds biodiversité qui s'est créé donc, chez Siena. Je trouve que c'est un signal, c'est en tout cas un signal qu'il y a vraiment il commence à y avoir une relation entre ce sujet biodiversité et le financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça fonctionne? Quels sont les critères, notamment pour des projets immobiliers, justement? Merci beaucoup pour donner la parole aux financiers aussi. Ouais, bien proche de vous le micro. Donc ce fonds, c'est un fonds qui est multisecteur. C'est quelque chose qui a été créé après des années de réflexion et d'évolution. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est ce qui s'est passé chez Siena, c'est ce qui est en train de se passer à peu près dans tous les secteurs, que ce soit côté financier, promoteur, etc. Il y a eu déjà, nous ça a démarré en 2015, on a signé les PRI, donc on a vraiment voulu se lancer de façon très officielle dans tout ce qui est responsible investing. Ensuite, on a lancé notre premier fonds impact, donc assez classiquement sur des sujets infra. Et ensuite, on est arrivé à se dire qu'on voulait attaquer le sujet de la biodiversité et au fur et à mesure de parler à nos propres investisseurs, qui sont notamment des assureurs et des mutuelles qui sont très calés sur le sujet, on a décidé de lancer un fonds biodiversité. La biodiversité, c'est un sujet qui est absolument partout. Donc la chance qu'on a en interne, c'est qu'on a des équipes qui savent financer des entreprises, financer des projets infra, financer des projets IMO. Donc notre fonds fait à la fois de l'infra, de l'IMO et du financement d'entreprise. Si en termes de process, ça va être toujours exactement pareil, on va avoir une double due diligence, à la fois financière et extra-financière, qui aboutit classiquement sur des comités d'investissement et des phases d'exécution. Et les seules différences qu'on a entre ces différentes practices, ça va être évidemment la structuration des deals, parce qu'on n'a pas le même collatéral, par exemple, et les KPIs, biodiversité, qu'on va mettre en place. Mais la démarche va toujours être la même, c'est-à-dire que notamment sur les KPIs, ce qui est vraiment une question qui revient très souvent, ah oui, comment vous faites pour mettre en place les KPIs? Ça a l'air très compliqué. Parce que le mot biodiversité et immobilier, par exemple, pour nos investisseurs, leur semblait assez antinomique. On n'a pas en biodiversité le bilan carbone qu'on peut avoir sur le carbone. C'est sûr qu'il n'y a pas une mesure unique et donc il y a des choix. Il y a des choix à opérer de ce point de vue-là. Alors il y a des mesures uniques qui sont moins connues que la tonne de CO2 évitée, effectivement. Donc on a plusieurs types de mesures. Antoine, je pense que tu as dû en parler tout à l'heure, mais Antoine a travaillé notamment sur un de ces types de mesures. Nous, on en utilise un autre qui est le kilomètre carré MSA, mais de façon générale, il y a des mesures uniques, mais ces mesures, nous
nous, ce qu'on aime, c'est qu'on a à la fois une mesure unique sur tous les projets qui est très, on va dire, type desktop analysis, donc où on n'a pas besoin d'aller sur le terrain et tout vérifier et vraiment s'adapter à chaque entreprise, mais aussi des KPIs qui sont très très proches à la fois du secteur et du projet. Donc par exemple sur un projet IMO, voilà un exemple. même sur le même projet IMO, on ne va pas avoir les mêmes KPIs, donc biodiversité, donc des critères extra-financiers. On ne va pas avoir les mêmes KPIs d'un promoteur à l'autre, parce que ce qu'on cherche à faire, nous, c'est encourager des promoteurs qui veulent aller d'un point A à un point B. Si, avant qu'on aille les voir, ils ne voulaient pas faire ce trajet-là, en fait, on ne va pas avoir d'intérêt à venir les voir, parce que nous, on ne veut rien forcer, on veut encourager. Et donc, quand on va parler à un promoteur qui nous dit qu'il va, par exemple, vouloir, donc, en suivant la séquence ERC, éviter, réduire. Bon, la compensation, ça marche quand même un petit peu moins bien pour l'environnement, donc on reste sur l'évitement ou la réduction. On va aller voir ce qu'ils veulent faire. On va avoir des végétalisations, on va avoir des constructions verticales plutôt qu'horizontales pour, par exemple, transformer des parkings en lieux un petit peu plus verts, etc. Et chaque promoteur, en fonction de ses connaissances et du lieu sur lequel il agit, parce que c'est pas la même chose de promouvoir la biodive en plein cœur de Paris, qui est un lieu malheureusement déjà qui n'a plus de valeur écologique ou pas grand-chose, versus construire ou rénover un parc immobilier en plein cœur d'une forêt. Parce que là, dès qu'on touche à quelque chose, on est quand même autour, on travaille quand même dans une zone à haute valeur écologique, excusez-moi, bientôt économique d'ailleurs. Et là, c'est plus compliqué. Donc voilà, je pense que ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment avoir un dialogue et encourager avec des clauses d'impact qui vont réduire le taux d'intérêt en fonction de l'atteinte de ces KPIs. Et comme j'en parlais tout à l'heure, ça ne va pas être 5 ou 10 bips. L'idée, c'est plutôt d'aller sur 30, 40, 50 bips, des taux vraiment incitatifs. Très intéressant. Alors, des promoteurs, on en a dans notre tour de table. En tout cas, on a des gestionnaires d'actifs et promoteurs. Et je vais changer l'ordre de prise de parole. Voilà, on improvise un peu parce que sinon, ce serait pas marrant. Ça serait moins vivant. Bienvenue aussi à nos deux acteurs. Donc, Caroline Viette, tu représentes BNP Paribas Real Estate. Voilà. Vous êtes engagée depuis longtemps sur ce sujet de la biodiversité. On sent qu'il y a quand même besoin d'une certaine maturité sur ces indicateurs. Est-ce que tu peux simplement déjà nous décrire votre engagement, ce que vous faites, puis votre engagement sur le sujet? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je travaille pour BNP Paribas Real Estate, qui est une très grosse société de l'immobilier qui touche à plusieurs métiers de l'immobilier, l'investment management, le property management, l'advisory, l'expertise. Et moi, je travaille plus précisément pour le métier de la promotion en Ile-de-France pour du résidentiel neuf. Et nous, c'est vrai que ça fait très longtemps chez BNP qu'on a à cœur ce sujet de biodiversité. Dès 2011 déjà, quand on a livré notre précédent siège social, qui était un immeuble à Issy-les-Moulineaux, le rooftop a été transformé en ferme urbaine et a servi de pilote pour le label Biodiversity, qui n'existait pas encore. Ensuite, en 2016, on a déployé notre politique RSE, dont la biodiversité était un des piliers. En 2018, on a rejoint le CIBI et on a signé la charte Make Our Planet Green Again. Et puis en 2020, c'est notre siège social actuel, qui est un immeuble basé à Boulogne-Billancourt, Métal 57, qui a servi de pilote au label Biodiversity Life cette fois. Et cette année-là, on a également été la première opération en France certifiée NF Habitat HQE Profil Économie Circulaire pour une opération de logement à Romainville. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Et la question des indicateurs est en effet un très gros sujet chez nous, puisqu'on réfléchit aussi à des indicateurs les plus pertinents possibles pour toutes les opérations, mais aussi avec des datas fiables et des datas qu'on peut comparer d'un promoteur à l'autre, par exemple, ce qui aujourd'hui n'existe pas tout à fait. Nous, on utilise le CBS, le coefficient de biotope par surface, qui est donc un outil de gestion de l'espace au sol, en fait. Voilà, donc c'est la proportion d'espace vert par rapport à la taille du projet. Mais c'est un outil qui a aussi ses failles et on attend peut-être des outils plus poussés. Alors pour rappel, le CBS, c'est cette proportion, mais à la fois au sol, au mur, en toiture. Jusqu'à présent, il n'existait pas de CBS unique en France. On est en train de travailler sur un CBS harmonisé. Et donc, en effet, ça peut être une voie
pour comparer des projets, se comparer entre nous. Le jour où on a ce CBSH qui est, qu'on peut tous utiliser. Alors votre voisine de gauche, Pauline Chenet, responsable ESG HSB CRM, elle utilise aussi un indicateur et elle est aussi engagée depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que vous faites et pourquoi vous êtes engagé sur la biodiversité et comment vous mesurez? Alors, bonjour à tous, HSBC REIM, donc c'est une société de gestion de portefeuille donc immobilière pour compte de tiers. Nous, on va se positionner sur un autre moment en fait, du cycle de vie des bâtiments. On va vraiment être sur la phase de gestion. On n'a pas dans notre cœur de métier, en tout cas, beaucoup de construction neuve ou de rénovation. Donc, comment on traite le stock de bâtiments qui se renouvelle à 1% par an? Nous, la stratégie biodiversité qu'on a définie, en fait, on s'est appuyé du label Biodiversity. L'idée, c'était de se dire qu'on n'avait pas d'indicateur équivalent au sujet énergétique ou carbone et que pour étudier un portefeuille de plus d'une centaine d'immeubles, on parle de plus de 550 000 mètres carrés en fait, sur le fonds principal. Donc l'idée, c'est d'avoir cet indicateur harmonisé. Le label Biodiversity nous a permis de créer un indicateur. Le CBS, en fait, il n'était pas adapté parce que si vous allez végétaliser 600 mètres carrés de toiture dans un immeuble à Paris, bah, finalement, votre indicateur à l'échelle du portefeuille, il ne va pas beaucoup bouger. Donc, on s'est dit, on part sur le life, enfin sur le biodiversity. On a 2 actifs labellisés. C'est peut-être pas beaucoup, mais en fait, en termes de valeur, on parle quand même de 10%. Et puis, tous les actifs ne sont pas labellisables. Donc, l'idée, c'est d'avoir cet indicateur intelligent à l'échelle du portefeuille. Alors vous, est-ce que vous étiez poussé par vos parties prenantes pour faire ça? Enfin, pourquoi s'engager dans une telle démarche? Qu'est-ce qui vous pousse finalement à le faire? Alors, on n'a aucune incitation d'un point de vue de la réglementation. Typiquement, si on parle de la loi ZAN en biodiversité, nous, on est un gros pourvoyeur de foncier bâti. Donc finalement, la loi ZAN, ça pourrait peut-être être plutôt une opportunité pour nous. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas de contraintes. Ce qu'on identifie surtout, ça va être l'article 29 de la loi énergie-climat qui va nous imposer une transparence. Donc on va présenter une démarche volontaire dans le cadre du rapport de l'article 29 de la loi énergie-climat qui est un rapport sur la transparence de durabilité qui impose aux assureurs, aux banques, aux financiers, aux sociétés de gestion de portefeuille de publier chaque année ce qu'elles font en matière d'engagement RSE, ESG plus généralement. Donc quelque part pour vous, le ZAN c'est une opportunité, celui de valoriser peut-être des actifs par rapport à ce sujet-là. Peut-être que je rebondis sur cette question aussi pour vous chez BNP. Est-ce que vous êtes poussé par vos parties prenantes à avancer sur ces sujets? Est-ce que vous arrivez à les valoriser aussi? Comment vous voyez l'évolution de ce sujet en termes de valeur? Alors nous, on est poussé évidemment par nos parties prenantes à agir, mais même si on n'a pas attendu d'être poussé pour le faire. On est poussé par la réglementation évidemment, le ZAN, l'ARE 2020 par exemple. Pour nous, on le voit aussi plutôt comme des leviers, parce que typiquement, on avait plus dans notre ADN de réhabiliter des friches industrielles plutôt que de s'implanter sur des terrains naturels non artificialisés. Donc ça va plutôt dans le sens de ce qu'on avait déjà essayé de mettre en place. On est aussi poussé par les donneurs d'ordre publics qui de plus en plus ont à cœur d'avoir des villes résilientes, d'avoir une cohérence entre les trames vertes des différents... parce que nous, on implante des immeubles à un endroit précis d'une ville, mais l'idée au niveau de la collectivité, c'est quand même d'avoir une cohérence d'ensemble et qu'on ne fasse pas des puits de biodiversité, en fait, des zones où la biodiversité se réfugierait parce qu'elle n'a pas le choix, mais dans un environnement plutôt dégradé et qui ne permettrait pas de se développer. Donc nous, on est aussi poussé par les territoires sur lesquels on s'implante, et puis par une partie de nos clients, puisqu'on vend aussi nos immeubles à des institutionnels, comme HSBC RM par exemple, ça peut être le cas. Et eux, en effet, ont des critères quand même assez poussés de prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique pour la durabilité de leur parc, en fait, tout simplement, pour la résilience de leur patrimoine. Et la qualité de vie des usagers. Voilà. Et la qualité de vie des usagers, tout à fait. J'allais rebondir là-dessus. Donc on sent que on commence à créer une valeur. Pas forcément... Il faut arriver peut-être quelque part à la monétiser. Vous avez un fonds, vous la traduisez en indicateur. Moi, j'avais une petite question parce qu'on essaye justement de désiloter, de parler de biodiversité et de climat. Donc, je reviens vers vous, Claire. Quand vous avez un projet qui fait les deux, qui est à la fois... Alors, ça peut être un projet, vous m'avez cité peut-être un méthanisateur. Comment vous faites pour
pour le financer? Comment vous organisez? Et comment finalement vous faites la jonction entre ces différents sujets en tant que fonds? Alors c'est une excellente question et c'était une belle aventure parce qu'on a effectivement closé un financement il y a quelques mois sur des méthaniseurs en Europe, principalement en France mais en Europe de façon générale. Et plusieurs fonds, donc ce financement a été éligible à plusieurs fonds, donc selon nos règles d'allocation, tous les fonds éligibles doivent regarder le financement. Et il a terminé dans 3 fonds différents, 2 transition énergétique et biodiversité. Et d'un point de vue purement due diligence financière, alors évidemment là on avait tous la même façon de faire. Et d'un point de vue due diligence extra-financière, donc on avait la base ESG un peu classique qui était similaire, mais ensuite, de façon extrêmement concrète, les KPIs, la KPI qui les intéressait était la tonne de CO2 évitée, alors que du côté du fonds biodiversité, nous on a mis en place 2 KPIs. On a mis en place la KPIs du taux de suivi en matière de biodiversité des sites. Parce que par exemple, on va vérifier, mais il y a aussi une réglementation derrière ça, hein. On va vérifier, mais de façon plus ou moins fréquente, donc c'est là qu'on intervient pour que ce soit le plus fréquent possible, que le méthaniseur, par exemple, ne va pas aller mettre plein d'azote ou trop d'azote sur l'environnement proche, parce que là ça serait effectivement mauvais pour l'environnement proche du méthaniseur. Et la deuxième KPI qu'on a mis en place, c'est sur les intrants, parce que dans un méthaniseur vous pouvez mettre du vrai déchet organique, mais vous pouvez aussi, dans une limite de 15%, en tout cas en France en termes de réglementation, dans d'autres pays ça va être un peu plus important, des produits qui viennent de la culture pérenne. Ça a sauté. De la culture pérenne. Donc en gros, des champs qui sont dédiés à ensuite mettre des végétaux dans les méthaniseurs, ce qui va à l'encontre du principe de la méthanisation et de l'économie circulaire. Donc, tous les sujets, certains sujets peuvent être contradictoires, donc il y a quand même un... Donc au final, on a 3 KPIs, au lieu de la KPIs un peu classique de la tonne de CO2 évitée. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que la réalité, c'est que l'acteur qui va avoir à cœur ces sujets de tonnes de CO2 évitées va avoir aussi à cœur, parce que tout ça, c'est une démarche ESG qui vraiment est très très liée à par exemple ces audits de biodiversité. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà en place, donc on encourage, mais qui était déjà en place, parce que c'était des acteurs qui étaient particulièrement sensibles aux questions ESG. Donc ça n'a pas été du tout un problème, et au contraire ça a été des discussions très intéressantes et finalement assez faciles. Merci beaucoup. Je me tourne vers votre voisin, donc Antoine. Toujours ce parallèle quelque part carbone, biodiversité. On connaît les crédits carbone. Toi Antoine, tu es à la tête, président de Restore. Finalement, on voit aussi une jonction qui se fait entre finance et biodiversité. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est Restore, comment ça fonctionne et quelles sont les perspectives? Ok, merci Olivia. Ouais, j'aurais pas forcément le temps de décrire ce que fait Restore, enfin en tout cas dans les précisions, mais ce qui est important d'avoir en tête, du coup là je dézoome, Claire nous a emmené sur la façon dont de nouveaux investisseurs pouvaient effectivement questionner leur cible à travers de nouveaux enjeux, notamment celui de la biodiversité. Nous, le constat qu'on a fait chez Restore, c'est la nécessité en fait de mobiliser de manière massive des fonds pour pouvoir intervenir de manière massive sur le financement de la restauration et de la conservation long terme de la biodiversité. Je le disais rapidement tout à l'heure, il y a à peu près 40% de biodiversité qui a été perdue. Il faut donc stopper l'érosion de la biodiversité, mais également revenir à ce qu'on appelle la limite planétaire, c'est-à-dire en gros restaurer la moitié de ce qui a été perdu. Ça, c'est un coût, ça a été chiffré en amont de la COP16 biodiversité, c'est environ 1000 à 1200 milliards de dollars par an. Okay, donc c'est des sommes qui sont gigantesques. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de mobiliser à travers les fonds publics et la philanthropie, c'est plutôt de l'ordre de 150 à 180 milliards. Donc vous voyez, il y a un ratio de quasiment de 10. Donc il a fallu inventer de nouvelles façons d'adresser le sujet. Donc ce qu'ont décidé les Nations Unies et ce qui a été ratifié par les États, c'est que la question des crédits biodiversité allait désormais être travaillée. Donc c'est le cas depuis environ 5 ans. Ça accélère depuis 3 ans.
Il y a un certain nombre de plateformes, d'organisations qui se sont construites spécifiquement sur ces questions-là. Il y a des méthodologies qui sont en cours de développement. Et puis le 7 juillet dernier, la Commission européenne a publié sa feuille de route. Elle nous dit, voilà, dans 3 ans, au niveau européen, voilà ce qui va se passer sur ce qu'elle a appelé donc les Nature Credits, qui sont là en fait finalement pour formaliser la valeur biodiversité, donc le gain de biodiversité qui aura été créé par les acteurs économiques qui se seront investis sur ces sujets-là. Donc nous, Restore, en un mot, on est un véhicule d'investissement. Donc en fait, on est le premier véhicule d'investissement 100% dédié au financement de projets de restauration et de conservation de la biodiversité sur le très long terme. Véhicule d'investissement, pourquoi? Parce que quand on rentre dans Restore, on rentre comme actionnaire, donc un corpo, un investisseur financier rentre comme actionnaire. Ces actions sont converties en actions de préférence fléchées sur des projets que l'actionnaire va sélectionner dans un pipe de projets. Et le revenu que l'actionnaire va recevoir se fait en gain de biodiversité converti en crédit biodiversité. Évidemment, vous l'avez compris, on est un tout petit peu en amont, 3 à 5 ans en amont de l'avènement du marché que la Commission européenne va déployer. Et donc, il s'agit là d'intéresser, de mobiliser les acteurs qui sont soit concernés parce qu'ils souhaitent avoir de l'impact, par exemple, le long de leur chaîne de valeur. Je pense à des gros corpos de l'agroalimentaire qui ont compris qu'ils devaient s'engager au-delà des achats de matières premières sur les territoires qui fournissent ces matières premières. Donc là, c'est un très bon use case pour nous. Puis il y a également l'intérêt d'avoir des financiers qui, eux, jouent sur plutôt le moyen terme et sur finalement les prises de position sur des projets à fort gain biodiversité, des projets incroyables en France, en Europe, ailleurs dans le monde. Je pars dans 15 jours au Pérou. On a sécurisé 1,3 million d'hectares de forêt amazonienne. C'est un truc complètement barge. Et donc, effectivement, ces positions-là, elles ont un levier biodiv, mais elles ont également un levier économique, puisque lorsque ce marché sera déployé, on l'aura sécurisé et donc elle prendra également de la valeur. Donc effectivement, sans parler de monétarisation, en tout cas on avance vers une approche création de valeur et donc la biodiversité peu à peu va trouver, je l'espère, en tout cas c'est pour moi le seul moyen qu'on arrive à massifier l'impact, mais elle va trouver sa place dans les dimensions plus économiques avec lesquelles on a l'habitude de jongler. Merci beaucoup. J'ai envie de vous poser une question, la même à chacun. Puis après, vous aurez peut-être quelques minutes si vous avez des questions, donc préparez vos questions. On se retrouve dans un an, ici au CIPCA. Qu'est-ce qui a avancé? Est-ce que vous avez des défis à relever d'ici un an? Quelle perspective dans chacun de vos métiers sur ce sujet de biodiversité? La question piège. Je commence, ça vous laisse le temps de réfléchir. Bon, moi, 2 choses. La première, c'est que chez Restore, on a une forte ambition. On souhaite lever 250 millions d'euros pour restaurer et conserver 3 hectares dans les 5 années. Donc il faut qu'on ait survécu à ces premières étapes qui sont toujours difficiles, dans un contexte géopolitique qui est difficile. Et puis l'autre chose technique, peut-être plus appropriée au sujet du jour, c'est que moi j'aimerais beaucoup que dans tous les secteurs d'activité, et donc aussi dans l'immobilier, à chaque fois qu'on va créer de la valeur biodive, on se pose la question de pouvoir la convertir en crédit. Et donc moi je trouverais très intéressant qu'on puisse avoir des nature credits qui soient créés autour d'opérations immobilières et que ça soit, je dirais, dans la continuité des labels comme CIBI, par exemple, la possibilité d'aller au-delà et de pouvoir créer et donc transmettre, céder cette valeur. Notamment, du coup, quand on va transformer et réhabiliter des terrains qui sont pollués, qu'on va les reverdir, etc. Ce qui se fait beaucoup quand même sur les grands projets. Voilà, comme levier économique supplémentaire quand les opérations sont coûteuses. Absolument. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Claire. Ou qui veut d'ailleurs. Allons-y. Alors le but d'un fonds, c'est d'abord de lever des fonds et ensuite de les déployer. Donc sur la partie levée de fonds, j'espère que dans un an, mais je pense que ça sera difficile, d'avoir au-delà des assureurs et des mutuelles qui sont quand même typiquement très au courant de ces sujets-là, d'avoir plus d'investisseurs qui s'intéressent vraiment au sujet et qui le comprennent. Pour pouvoir investir, il faut comprendre. Et même ça, si vous m'avez dit que il y avait vraiment un très bon niveau de compréhension, en tout cas chez les oui. investisseurs actuels. Chez notamment les assureurs mutuels, parce que c'est dans leur ADN en fait d'aller sur les sujets ESG et d'y passer beaucoup de temps. Donc ça c'est intéressant, mais on n'a pas que des mutuelles et des assureurs. Donc là sur d'autres investisseurs plus classiques, il y a un peu de travail. Et au niveau du déploiement, j'espère qu'on pourra vous parler de financement immobilier. Pour le lancement, on a financé des entreprises, on a fait de l'infra. Donc on espère pouvoir parler de financement immobilier qu'on aura fait. Magnifique, merci beaucoup. Pauline. Alors pour REIM, pour moi, j'aimerais
dans un monde idéal, dans un an, regarder la biodiversité sur les projets, non pas pour ses co-bénéfices. Typiquement, je refais une isolation à toiture, je vais mettre de la biodiversité parce que ça vient améliorer ma résistance thermique, mais pour l'ensemble, aller chercher d'autres leviers sur les questions de biodiversité. Et que ça soit peut-être le cœur même des opérations qu'on peut mener. Ça, c'est un rêve dans un monde idéal. D'un point de vue peut-être plus opérationnel, pour moi, il y a la question de la priorisation. Aujourd'hui, j'étudie tout mon portefeuille sans trop savoir quel immeuble prioriser ou pas. Quand on a un immeuble à Paris ou un immeuble peut-être en grande couronne, on n'a pas les mêmes enjeux de biodiversité. Et aujourd'hui, j'ai du mal à évaluer les caractéristiques environnantes de mon bâtiment. Autant je suis capable de savoir ce qui se passe sur ma parcelle. Par contre, la qualité extérieure de mon bâti, dès que ça sort de ma parcelle, j'ai un peu plus de mal à récupérer cette donnée-là. Donc cette analyse croisée, je pense que ça pourrait être un pas de plus pour aller chercher d'autres projets et puis avoir une idée claire sur ce qu'il y a de l'intérêt ou pas en fait. Voilà. Ça, les acteurs sont en train de se structurer pour justement pouvoir vous fournir ces données. L'OID, qui notamment avec Batadab, BiodiVBat, qui participe à la programmation de ce pavillon. Et côté promoteur, je pense qu'on pourrait souhaiter, mais c'est très faisable, d'avoir le fameux CBS harmonisé, en tout cas un indicateur commun qui permette à chacun de pouvoir se fixer des objectifs pour lui-même, mais aussi par rapport aux autres, ce qui favoriserait grandement l'émulation et je pense contribuerait à accélérer la prise en compte des enjeux biodiversité et adaptation des territoires au changement climatique. Merci beaucoup pour vos réponses. Il nous reste quelques minutes. On est bon dans le timing. Donc si l'un de vous veut rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Et si dans la salle, il y a quelques questions, je peux faire tourner le micro. Et ne soyez pas timide. Ou une remarque, une réflexion. Et je pense qu'on est du coup... Ah, Antoine, peut-être. Je vais juste te dire que la période est difficile pour tous les acteurs de l'IMO. Et ça va pas s'améliorer à court terme, notamment parce que de toute façon, il n'y a pas de capacité législative à faire évoluer le cadre économique global. Néanmoins, je vous encourage vraiment à tenir bon. Ces sujets-là sont des sujets qui vont prendre de plus en plus d'importance. Vous en êtes évidemment conscient si vous êtes là, mais le nombre de canicules, d'inondations, etc. ne font qu'accélérer en intensité, en fréquence. Et donc vraiment concevoir en termes de risque, mais également en termes d'usage, tous ces projets autrement, c'est de mon point de vue vraiment désormais une obligation. Et donc bien sûr qu'il y a des gens comme les uns et les autres qui essaient de montrer qu'on peut créer de la valeur, qu'on va pouvoir labelliser, valoriser, etc. Mais à la racine, on fait pas ça pour rigoler, on fait pas ça pour les petits oiseaux, les petites plantes. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler à vos COMEX, idéalement lorsque ça se présente à vos actionnaires, pour tenir bon sur ce cap décisif. Et je pense, si tu restes, alors peut-être pour compléter, vous connaissez tous la sensation que vous avez quand vous vous baladez dans une rue arborée. L'arbre, c'est le meilleur climatiseur. C'est pas tellement cher. En fait, il y a quand même aussi cet avantage des solutions fondées sur la nature qui nécessitent de s'entourer de nouvelles compétences. Au CIBI, on essaye de réunir les experts du vivant et alors on voit des nouveaux métiers qui émergent, en tout cas qui deviennent plus connus. Le pédologue. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un pédologue ? C'est pas un podologue, c'est un spécialiste du sol, des hydrologues, évidemment des écologues. Et en fait, en s'entourant de ces nouvelles compétences, on arrive de manière intelligente, pas forcément tellement coûteuse, avec pas mal de quick wins, à mettre en place des solutions fondées sur la nature qui permettent de répondre à des enjeux et quelque part à valoriser le bâtiment et à valoriser ce qu'on fait de manière peut-être différente. Donc j'aimais bien ton mot autrement. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va clore cette séance. Moi, je vous invite à rester. Parce que à 15h15, vous allez avoir une présentation de tout ce qui a été fait entre la jonction entre bas carbone et biodiversité par un promoteur sur le village des athlètes. Et voilà, et je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous invite à rester ou à revenir d'ici quelques minutes. Merci beaucoup et merci à nos intervenants.